Bonjour les élèves, je vous fais la vidéo que je vous avais promis, qui est la vidéo d'introduction sur la représentation du corps humain. Et donc il y a un groupe qui n'a pas eu le cours sur la préhistoire et sur les Vénus préhistoriques. Donc là ici je fais une petite vidéo de 20 minutes pour vous parler je ne sais pas combien de temps, pour vous parler de ces Vénus et pour vous parler de ce que vont être les balbutiements en fait, dans la production artistique, de ce que vont être les premières représentations de corps humain. Et donc là, on a traité ensemble de l'Égypte, on est en train de faire la Grèce antique, mais avant de parler de l'Antiquité, on peut parler de la préhistoire, et on va parler notamment d'une production qui a été très récurrente et qui a duré pendant plusieurs millénaires, un type de reproduction humaine qu'on appelle les Vénus, qu'on a tendance à appeler les Vénus, et qui sont des représentations, des statuettes féminines qui ont vraiment une forme très particulière. Alors, vous pouvez mettre en titre les Vénus préhistoriques, et en petit 1, qui sont-elles ? Alors, qui sont-elles ? Donc, ces Vénus préhistoriques sont des statuettes qui ont pour particularité d'être qu'on a pendant très longtemps qualifiées d'amulettes parce qu'elles tenaient dans la main. Donc, c'est des objets vraiment qui ont une forme qui tiennent dans la main. Donc, c'est des toutes petites statuettes qui font en gros entre 3 et 12 cm pour les plus grandes. C'est très rare qu'elles soient aussi grandes, mais bon, en gros, entre 3 et 12 cm. C'est des statuettes qui très souvent sont taillées dans de l'ivoire. On suppose qu'il y en avait très certainement qui ont été faites en terre, on en a retrouvé en terre, mais très peu. Donc il y en avait très certainement qui étaient faites en terre, peut-être même qu'il y en avait qui étaient faites dans du bois, mais on n'en a aucune trace. En revanche, on a des traces de ces figures qui sont dans de l'ivoire ou qui vont être taillées dans de la pierre. Voilà. Donc la particularité de ces figurines, c'est que c'est des figurines qui sont des représentations féminines. Et la particularité de ces représentations féminines, c'est qu'elles répondent toujours au même code esthétique, c'est-à-dire qu'elles sont petites de taille, qu'elles tiennent dans la main, qu'elles représentent tous les attributs féminins de façon très exacerbée. Donc généralement des grosses poitrines, un gros ventre, un postérieur qui va être très, très proéminent, et même tout ce qui va être attribut sexuel, c'est-à-dire vraiment la représentation de la vulve qui va être très exacerbée. Et donc on a pu dire, alors à chaque fois que je vais parler des Vénus, je vais dire on peut dire ou on émet l'hypothèse que, parce que les avis changent constamment sur ce qu'il en est de ces objets. En tout cas, ce qu'il en est, c'est qu'on a pu dire pendant très longtemps que c'était des objets qui représentaient des femmes enceintes, donc on suppose vraiment que les femmes qui sont représentées sont des femmes enceintes, puisqu'elles ont des ventres proéminents. Aussi, leur particularité, c'est qu'elles n'ont quasiment jamais de visage. Donc, elles sont vraiment une représentation symbolique de ce que serait la femme qui porte, donc une certaine forme de maternité. Mais on va voir qu'elles représentent plus que ça. Alors, on parle aussi d'amulettes parce que très souvent, certaines elles n'ont jamais de visage. Et très souvent, elles peuvent avoir un trou au milieu du visage qui fait qu'on suppose qu'elles étaient portées comme des pendentifs ou portées à la taille, qu'elles étaient comme des bijoux, en tout cas des espèces d'amulettes protectrices qu'on peut porter sur soi. Voilà, alors elles sont pas toutes percées, mais on en a retrouvé des percées. Voilà, ça c'est pour ce qu'elles sont. Donc on a affaire à des statuettes qui font entre 5 et 12 cm, qui généralement sont qui sont taillées dans de l'ivoire ou dans de la pierre, qui peuvent être portées comme des amulettes parce qu'elles sont percées, et qui représentent les attributs de la femme, toujours de façon exacerbée et de façon très très stylisée. Donc je vais essayer de vous intégrer des images au fur et à mesure de ce que je raconte pour que vous puissiez en voir.
Donc je vais vous mettre là la première que vous allez voir, c'est la Vénus de Willendorf. Alors la Vénus de Willendorf, elle est très particulière, donc c'est une des plus connues. Donc c'est une petite Vénus allemande. Alors vous voyez qu'elle a... alors je ne sais pas si vous voyez, donc essayez de repérer qu'elle met ses petites mains, là, elle a des tout petits bras et elle pose ses mains sur sa poitrine. Donc vous voyez qu'on n'a quasiment pas de pieds, que le visage est niais et qu'il est plutôt représenté par une coiffure, une coiffure, un tressage certainement. Donc que les seins sont très proéminents, que le ventre est très proéminent, on voit aussi que la vulve est très dessinée et que les pieds sont tout petits. Alors, je voudrais qu'on repasse... alors là, je vous montre Willendorf parce que c'est une des plus connues, une des plus représentatives. Je vais vous en montrer d'autres au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'était pour le petit 1. Qui sont-elles? Alors, on va essayer de poser un contexte. On va poser le contexte qui est des premières statuettes, des premières Vénus en statuette qu'on va retrouver. Date à peu près de moins... Alors, il y a une autre Vénus allemande que je vais vous montrer, qui date de moins 56 000. Donc vous voyez, on commence à en avoir autour de moins 50 000. On va retrouver de ces statuettes pendant tout le Paléolithique, et même encore jusqu'aux Cyclades. Alors aux Cyclades, elles auront une stylistique qui est un petit peu différente, mais on retrouve des figurines, des figures féminines comme ça pendant presque 15 000 ans, peut-être même. Je pense que je m'avance pas trop en disant qu'on en retrouve pendant quasiment 20 000 ans. Voilà, pendant 20 000 ans, on va retrouver ces formes de figurines. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a la sensation qu'elles appartiennent toutes à une même forme de mythologie, le fait qu'elles répondent à des codes qui sont tous similaires et qui se fassent écho, ça nous donne l'illusion que c'est des figures qui se répondent entre elles. Et donc, on essaie de comprendre ce qu'était la fonction de ces figurines. Alors, il faut bien remettre dans son contexte. On représente des êtres humains. C'est la première fois qu'on va représenter des êtres humains. On en a déjà parlé, mais dans les grottes préhistoriques, on retrouve très très peu de représentations humaines. Alors, le seul endroit, la seule grotte dans laquelle on va vraiment trouver des portraits d'humains, c'est une grotte qui s'appelle la grotte de la Marche, dans laquelle on va retrouver des portraits qui sont gravés dans de la pierre. Voilà, je vous montre les images. Alors, vous voyez que ces portraits, c'est clairement quelqu'un qui est en train de refaire, de tracer. Donc, vous voyez qu'on a des visages qui sont tracés de profil. On a également des fœtus, on a des personnages qui sont représentés, voilà, avec de la barbe, voilà, où on travaille sur le profil des personnages. C'est à peu près les seules figures humaines qu'on connaisse. Ensuite, on a d'autres figures humaines qui sont représentées dans des grottes dans lesquelles on a plutôt des bestiaires. Alors un bestiaire, c'est-à-dire qu'on a plutôt, dans les grottes préhistoriques, on va retrouver essentiellement des animaux, donc on va retrouver des cerfs, on va retrouver des chevaux, on va retrouver des mammouths, des lions, des lionnes plutôt, et donc on retrouve tout un bestiaire qui est un petit peu toujours le même sur tout le territoire européen. En revanche, il n'y a quasiment jamais de figures humaines qui sont représentées jusqu'à peu près en moins 12 000. Donc vraiment sur toute la période du Paléolithique et période aurignacienne, on va très peu retrouver de figures humaines. Quand il y a des figures humaines, elles sont très énigmatiques. Alors je vous en montre une notamment qui est très connue, qu'on appelle la scène la scène du puits. C'est une scène qu'on retrouve, qui se trouve à la grotte de Lascaux, donc qui est une scène qui est très énigmatique. Donc je vous la mets là. Il faut avoir à l'idée où est-ce qu'on retrouve cette scène. Alors cette scène qu'on appelle la scène du puits. Alors je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont déjà allés à Lascaux. Donc la scène du puits, s'il y a des gens qui sont parmi vous qui sont déjà allés à Lascaux. Lascaux, c'est un couloir. Donc on descend dans un couloir sur lequel on a... dans lequel tout le plafond, c'est un boyau, en fait c'est ce qu'on appelle un boyau, et donc sur le plafond de ce boyau vous avez des peintures. Alors vous rentrez d'abord dans une première pièce où il y a des taureaux au plafond, et ensuite vous avez
tout le long du boyau, sur les parois et sur le plafond. Vous avez des chevaux, des cerfs et toute une galerie d'animaux. Et donc, quand vous descendez dans ce boyau, vous avez un boyau qui est en perpendiculaire, qu'on appelle la chapelle. Donc c'est comme un appendice dans lequel il y a une abside au fond. Et au fond de cette abside, alors au plafond, là, vous avez des gravures, des couches de gravure, de 10 000 ans de couches de gravure. Et au fond de cette chapelle, vous avez un puits. Alors ce qu'on appelle un puits, c'est un trou en fait. Donc c'est un autre boyau, mais qui va descendre en profondeur dans une autre galerie. Et donc au fond de ce puits, qui descend à 8 mètres de profondeur, au fond de ce puits, vous avez une roche, une grosse roche comme ça, qui bloque le puits. Donc il faut passer sur le côté. Si vous passez sous le côté, sous la roche, on trouve peinte la scène du puits. Alors je crois qu'on en avait déjà parlé quand on avait parlé de l'écriture. Voilà, donc cette scène du puits, c'est une des rares scènes dans laquelle on va avoir un humain qui est représenté. Et puis, donc vous voyez, le seul humain qui est représenté, il est représenté sous cette roche, au fond d'un puits de 8 mètres. Donc c'est vraiment très singulier. Hein. Il y a une vraie volonté d'aller cacher cette scène à un endroit particulier. En plus, vous voyez que le personnage est très particulier puisqu'il a une tête d'oiseau. Vous voyez qu'on a un spectre en bas, un spectre aussi, enfin un bâton avec une tête d'oiseau. On pourrait supposer que ce soit un spectre. Donc c'est à cause de cette scène du puits qu'on a supposé pendant très longtemps que les peintures de l'art pariétal étaient associées à du chamanisme en fait. Parce qu'on dirait un chaman qui aurait un espèce de masque ou une coiffure avec une tête d'oiseau. Voilà, donc quelque chose de totémique un petit peu. Voilà, donc cette scène du puits, elle est assez exceptionnelle. On a retrouvé aussi des Vénus qui étaient plutôt des Vénus gravées, par exemple dans une grotte, on l'appelle la Vénus à la corne, notamment une Vénus qui a été gravée dans de la pierre, mais c'est un fragment de pierre qui était en bas d'une paroi, qui a dû durcir avec le temps. Donc on suppose qu'à un moment, c'est pas de la pierre, de la terre, qu'à un moment ça a été de la terre meuble et qu'on est venu graver cette Vénus dans cette argile qui finalement finit par se durcir. Donc elle est très connue, la Vénus à la corne, je vous la mets aussi. Voilà, donc on a quelques personnages comme ça qui apparaissent, mais c'est très rare. Et voilà, alors des fois on a des formes qui peuvent plus ou moins faire penser à des formes humaines, mais c'est jamais très clair, puis c'est toujours seulement gravé, on n'a pas de peinture d'humain, et voilà, donc c'est très rare, quoi. Mais quand même, il faut qu'on replace dans ce contexte où on est au paléolithique, où on a affaire à un environnement qui est un environnement sauvage, avec essentiellement des animaux. Il y a très peu d'humains sur Terre, enfin, la démographie est énigmatique, quoi. On a très peu d'humains sur Terre, on a énormément d'animaux, énormément de très grands mammifères. Nous, les grands mammifères qu'on connaît aujourd'hui, c'est les éléphants, enfin les grands mammifères terrestres, c'est les éléphants. Il faut bien se replacer dans le contexte vraiment au paléolithique, les mammifères sont tous gigantesques, c'est-à-dire un mammouth, c'est 3 fois un éléphant indien, quoi. Donc c'est des très très grands animaux. Les grands cerfs géants sont gigantesques. Ils ont des bois qui font 4 mètres d'envergure. Les rhinocéros laineux font 2 fois les rhinocéros actuels. Voilà, donc tous les mastodontes sont très impressionnants. C'est toujours des animaux qu'on appelle laineux, donc on parle du rhinocéros laineux, le mammouth c'est pareil, on a des tigres à dents de sabre, on a des lions des cavernes, des ours des cavernes, donc à chaque fois les animaux sont des animaux gigantesques qui n'ont pas du tout la taille des mammifères qu'on va avoir actuellement. Et au milieu de tous ces animaux, il y en a un qui s'appelle Sapiens, qui a la particularité de se tenir sur ses 2 pieds, et donc qui a libéré ses petites mains, et qui donc avec ses 2 mains libérées fait des tas de choses. Il fait des outils, parce qu'il a un gros cerveau, parce que comme il a libéré ses mains, il a fait des outils qui lui permettent de couper la viande, donc petit à petit il a appris la mastication, il mastique moins, et puis il a le feu, et quand on fait cuire des céréales, c'est beaucoup moins long à mâcher que quand on les mange crues. Donc en fait on a Sapiens qui petit à petit va se faire sa place, alors ce qui est quand même plutôt très mal foutu, hein.
Sapiens, c'est quand même un animal très mal foutu. On n'a pas de dents de sabre, on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on n'a pas de sabots pour marcher sur les parois, on ne court pas très vite, parce qu'on court que sur 2 pieds au lieu de sur 4. Par contre, on a de l'endurance. Ça, Sapiens, il a de l'endurance. Et puis, du fait de sa posture debout, Sapiens, il dégage sa nuque aussi, puis le cerveau, il va passer sur l'avant. Vous voyez, il passe sur l'avant du crâne. Et en passant sur l'avant du crâne, il dégage, comme il y a plus de place, parce que les dents elles sont devenues plus petites, eh bien, on a dégagé de la place dans la boîte crânienne, et puis le cerveau s'est développé, et puis il se passe des choses. La figure change, on voit apparaître le menton, une des principales caractéristiques de Sapiens pour les paléontologues. Quand on trouve un crâne, la différence qu'on va avoir entre un Sapiens et un autre hominidé, c'est très souvent ça se passe sur la mâchoire, sur les mandibules et sur le menton. Donc vraiment, une des caractéristiques de Sapiens, c'est le menton. Comparé à un Néandertal qui lui a quasiment pas de menton. Voilà, et donc voilà, Sapiens, il a plein de choses assez troublantes comme animal. Il n'était pas promu à un très gros avenir, normalement, ça aurait dû plutôt mal se passer pour lui. Mais il s'avère que il a aussi une autre chose, c'est que dans son rythme de reproduction, il n'est pas soumis à des périodes de rut. Alors, contrairement à d'autres animaux qui sont soumis à des périodes de rut, c'est pas le cas de Sapiens. Et il a une façon particulière de porter, c'est-à-dire que Sapiens, la posture debout, la posture de bipède, la bipédie de Sapiens induit le ventre en avant. Le fait, quand on est enceinte, le fait d'avoir le ventre en avant, c'est induit à notre bipédie. Les seins aussi, la poitrine, c'est complètement induit par notre bipédie, c'est-à-dire on n'est pas à 4 pattes. Nos poils, ils sont pas sur notre dos. Nos poils, ils sont sur notre tête parce qu'on est debout. Et donc, on n'a pas... les autres animaux, ils n'ont pas de poils sous le ventre parce qu'ils ont des tétines qui sont protégées par le fait qu'ils sont à 4 pattes. Mais nous, comme on est debout, on porte les seins en avant, on porte le ventre en avant. Et nos poils, ils se sont mis là, sur notre tête pour nous protéger du soleil. On a perdu nos poils de dos, un petit peu. Pas tout le monde, il y en a qui en ont un peu. Mais on perd nos poils de dos, et puis nos poils, ils se mettent sous les endroits où ça fait roulement, entre les jambes, sous les bras, voilà, et sous des parties qui sont des parties hormonales aussi. Voilà, donc il y a plein de choses sur Sapiens, et sa posture debout, et les seins, et la poitrine, et le fait de ne pas être soumis à des périodes de rut pour la reproduction, ça induit, c'est vraiment spécifique à cette espèce. Et je crois que s'il y a vraiment une spécificité d'Homo sapiens sapiens, c'est vraiment sa petite mégalomanie, et donc la conscience d'être. Homo sapiens sapiens, ça veut dire l'homme qui sait qu'il sait. Et donc, il sait qu'il est un être un peu à part. Très vite, on va s'en rendre compte. D'ailleurs, on a fait Carnage c'est ce qui nous a poussé à faire Carnage et à dominer toutes les autres espèces et à les faire disparaître toutes, majoritairement, puisque tous les grands mammifères qui étaient présents sur Terre au Paléolithique ont tous disparu quasiment. Enfin non, ils ont tous disparu en fait. Enfin, on n'a plus de cerfs géants, il n'y a plus d'ours des cavernes, de lions des cavernes, de mammouths, de rhinocéros laineux, bon, du fait du changement de température aussi, mais quand même, on a quand même tout dézingué. Je ne sais pas si vous êtes amené un jour à voir des images à chercher ça, je vous conseille de chercher, parce que c'est vraiment assez incroyable. Homo sapiens a mis beaucoup de temps à arriver en Australie. Et quand il est arrivé en Australie, il y avait toute une faune incroyable qui n'a aucun rapport avec la faune qu'on pouvait trouver sur les continents, sur les autres continents. Et donc on retrouve des vestiges de toute cette faune australienne qui s'est fait décimer en 5000 ans. 5000 ans, plus rien. Sapiens, il est arrivé, il a tout bouffé. Il a tout bouffé. Voilà, donc si vous êtes amené à regarder un jour, je vous conseille de voir ça parce que ça vaut le détour. Voilà, donc on a un contexte particulier et on se demande si c'est Vénus finalement. Elle ne serait pas des symboles finalement de cette humanité qui est si particulière, avec sa bipédie, avec sa sexualité régulée, avec
alors, elles peuvent être à la fois symbole de la nature, enfin de la nature mère, de la maternité, enfin vous voyez, de la mère toute chose, de la mère nature, quoi. Une forme de symbolique comme ça, mais elle pourrait être aussi une forme de symbolique de l'humanité et de cette posture bipède et de cette façon de porter qui est si spécifique à Sapiens. Voilà, alors maintenant je voudrais vous parler de leur rôle, parce qu'une fois qu'on en a retrouvé sur tout le territoire européen, ça y est, j'ai des chiens qui aboient, j'espère que ça ne vous gêne pas. Je vais faire une petite pause. Non, je ne peux pas. Donc on a retrouvé des... voilà, donc je vais vous faire la suite. Les chiens ont enfin arrêté d'aboyer. Vous voyez, il fait nuit. Donc sur la dernière partie, je voudrais qu'on parle de la fonction de ces figurines, enfin des fonctions supposées, des hypothèses de fonction. Alors pendant très longtemps, on a supposé que c'est... Donc vous pouvez voilà, mettre en grand 3 leur rôle. Et donc... pendant longtemps, on a supposé que ces Vénus préhistoriques étaient en fait des amulettes porte-bonheur, puisque le fait qu'elles soient portées autour du cou, donc un peu comme des statuettes qui seraient qui auraient une fonction religieuse en fait, c'est-à-dire symbole d'une maternité, d'une humanité, un peu le symbole, la mère de toute chose, quoi. Et enfin le symbole de la mère nature et de la reproduction. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'hypothèses sur ce qu'elle serait, avec des hypothèses un peu tristes qui disent « Ah bah c'est juste des jouets, de toute façon on les a retrouvés aux ordures, donc c'était des jouets ». Et d'autres hypothèses qui poussent un peu, encore un peu plus loin. Alors il y a une hypothèse, enfin, non, c'est toujours pareil, hein, on prend les hypothèses qui nous semblent enfin, moi, une hypothèse qui revient, qui est récurrente, que je trouve assez intéressante, c'est l'idée que finalement ces figurines, ce soit des objets qui aient été faits par les femmes elles-mêmes, ce qui expliquerait qu'elles n'aient pas de visage en fait, et que donc ce soit plutôt des objets qui soient là pour protéger la maternité. Et ce qui explique leur forme, le fait qu'elles n'aient pas de bras, qu'on ne voit pas les pieds, ce serait complètement induit par le fait que ce soit pas des autoportraits, mais que ce soit les femmes enceintes elles-mêmes qui le fassent. Alors, si un jour il y a des gens parmi vous qui sont enceintes, j'ai des personnes parmi vous qui tombent enceintes, vous verrez que quand on est enceinte, on ne voit plus ses pieds, on ne voit plus son sexe non plus, on voit juste son ventre, c'est ça, et donc il y aurait une espèce de logique une histoire de point de vue en fait, donc ce que serait la figurine, la déformation de la figurine serait induite par le point de vue de l'observation telle qu'on l'a fait quand on se regarde comme ça, c'est-à-dire les seins sont devant, et si on se regarde sur les côtés, on voit les fesses, mais on les voit pas vraiment, enfin voilà. Donc une histoire de point de vue, et qu'en fait ce seraient des objets, l'idée qu'elles tiennent dans la main serait induite par le fait que ce seraient des objets que les femmes gardaient pendant toute leur grossesse, et qu'elles le serraient dans la main au moment de l'accouchement, c'est-à-dire qu'au moment des contractions, elles serraient l'objet dans leurs mains. C'est un peu la péridurale de l'époque. Non, mais qu'elles serraient l'objet dans leurs mains, et que c'est pour ça qu'on en a trouvé énormément qui étaient brisés, en fait. On retrouve beaucoup de Vénus dans les fouilles qui sont des Vénus brisées. Et cet objet brisé, enfin voilà, ça viendrait peut-être d'une fonction du fait qu'on l'ait dans la main. Et après, on les retrouvait au milieu du foyer, toujours dans le foyer, des fois aux ordures, enfin dans les endroits où on jetait les ossements, enfin les os, les os de ce qu'on mangeait. Voilà, les débris, nous aussi, des lieux de taille. Voilà, donc il y a cette idée là qui est assez intéressante. Voilà, une histoire de point de vue et d'objets qu'on garderait dans la main pour protéger. Ou alors, une autre hypothèse, c'est ce que je vous disais, l'amulette porte-bonheur. Ou encore une autre hypothèse, c'est le jouet. Alors, le jouet, moi je sais que c'est une hypothèse à laquelle je ne crois pas du tout. Pas du tout parce que je déteste le monsieur qui en parle, mais surtout parce que ça s'est diffusé pendant tellement longtemps
c'est quelque chose qu'on a tellement retrouvé pendant longtemps sur un territoire tellement étendu que c'est plutôt, à mon avis, quelque chose qui est de l'ordre de... qui a une force plus importante. Alors, au départ, on accordait un espèce de statut, on parlait de société matriarcale, et que donc finalement ces figurines seraient des espèces de symboles de ces sociétés matriarcales. Cette théorie ne plaît pas du tout aux chercheurs qui sont plutôt des patriarques. Voilà, parce que dans la paléontologie, il y a quelques femmes, mais il y a surtout beaucoup de bonhommes. Donc il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout cette idée selon laquelle les sociétés préhistoriques auraient pu être des sociétés matriarcales et qui auraient tenu pendant 25 000 ans sans trop se faire la guerre et dans une espèce de pacifisme... Bon, relatif, mais enfin quand même. Et voilà, donc, et que ça aurait basculé avec la sédentarisation, en fait, qu'il y aurait un basculement. Alors on appelle ça les fourrageurs, hein, les chasseurs-cueilleurs. L'autre nom des chasseurs-cueilleurs, c'est les fourrageurs. Et donc qu'il y aurait eu un basculement au moment de la sédentarisation, puisqu'au moment de la sédentarisation, il a fallu commencer à protéger... des réserves animales et des réserves de grains, et que donc ça a commencé à déclencher des guerres, et que donc la sédentarisation a donné plus de force, plus d'importance à des membres de la société plus forts physiquement, et notamment les hommes. Voilà, donc sur une période où on était fourrageurs, c'est-à-dire chasseurs-cueilleurs, où il y avait autant d'importance entre la chasse et la pêche, entre la chasse et la cueillette, et voilà, où les femmes avaient leur rôle prédominant, ça aurait basculé au moment de la sédentarisation. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ces figurines préhistoriques. Je vous conseille d'aller. J'aimerais bien que vous alliez. Vous pouvez aller dans Pinterest, vous tapez Vénus préhistorique, vous trouverez Willendorf, vous en trouverez d'autres. Et pour finir, je vais juste vous en mettre une qui est très connue, qui s'appelle la Vénus de Bras-Saint-Puy. Et cette Vénus de Bras-Saint-Puy, c'est un petit portrait. Voilà, je vous la mets pour que vous la connaissiez. C'est un petit portrait, c'est une tête sculptée. On ne sait pas si elle est brisée ou pas. Et aussi, je vais vous remettre la Vénus de l'Espugne. Donc, de l'Espugue, pardon. La Vénus de l'Espugue, c'est une petite Vénus française. Je vous l'ai déjà montré un peu antérieurement dans la vidéo. Donc... qui est très particulière parce qu'elle a une lecture, c'est très difficile de faire sa lecture parce que quand elle a les deux dos, elle porte un espèce de pagne. Enfin voilà, son corps est difficile à lire et elle est très belle, elle est toute lisse. Voilà, c'est la Vénus de l'Espugue. Donc je vous laisse les regarder. J'aimerais bien que vous alliez faire des croquis, au moins Willendorf, l'Espugue et Bras-Saint-Puy. Voilà, si vous pouvez, ça serait bien qu'avec votre prise de notes, vous ayez ces croquis-là. J'aimerais vraiment que vous n'hésitez pas à aller en arrière, à faire des pauses, que vous preniez des notes sur cette vidéo, les gens qui n'avaient pas eu le cours, et surtout des croquis. Voilà. Vous pouvez aller sur Pinterest pour chercher des images de Vénus, vous en trouverez assez facilement, même sur Google, il y en a partout. Et voilà, et puis c'est tout pour les Vénus. À bientôt!